Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. Donc comme chaque mardi, chaque vendredi, chaque jeudi, enfin quasiment tous les jours, on est en direct sur Twitter, sur Twitch et sur LinkedIn ce matin. L'émission sera dispo aussi en replay, évidemment, ce soir à 18h et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Ça, je pense que vous le savez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Noisa, auteur de plusieurs ouvrages sur Bitcoin et la monnaie et fondateur de Paymium, la première plateforme d'échange de Bitcoin. Avant de le recevoir, je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission de manière totalement gratuite en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant la vidéo. Ça m'aide énormément et si vous le pouvez, vous pouvez également faire un don à la chaîne grâce au lien que vous trouverez en description de la vidéo en euros, en crypto, c'est vous qui choisissez et ça nous fait très plaisir. Un mot maintenant de notre partenaire, le partenaire évidemment que vous connaissez tous puisque c'est l'école blockchain Alira. Alors Alira, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la première école blockchain de France qui, et depuis 2019, forme les professionnels de la blockchain et de l'IA de demain. Ils ont déjà formé près de 2500 personnes. Alors chez Alira, c'est très simple. Vous avez deux parcours particuliers. Un parcours blockchain, un parcours IA, soit plutôt orienté consulting, comme moi j'ai fait, consultant blockchain, soit plutôt orienté développement, donc développement blockchain ou développeur IA, c'est vous qui décidez en fonction de vos ambitions, en fonction aussi de vos centres d'intérêt. Les formations se déroulent sur 3 mois, mais s'adaptent parfaitement à votre mode de vie, puisque les lives sont le soir, et si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez les rattraper, puis vous avez des cours en vidéo, en asynchrone, que vous pouvez consulter quand vous voulez. Ils ont lancé depuis septembre un format que je trouve très cool. Ce sont des formations gratuites, une sur la crypto et une sur l'IA. C'est 4 heures de ressources complètement inédites, de grande qualité, puisque j'ai fait celle sur la crypto. Et je vous invite vraiment à commencer par ça. Vous voyez, vous tapez les 4 heures. Et puis, si vous kiffez, vous prenez rendez-vous avec le lien que vous trouvez en description de la vidéo, avec le code GRM100. Ça vous permet de bénéficier de 100 € de remise sur l'ensemble des formations. Et puis, vous prenez rendez-vous pour la prochaine session de formation qui aura lieu, je crois, en décembre ou en janvier, je ne sais plus. Et puis là, vous aurez peut-être l'occasion de me croiser, puisque moi-même, je suis formateur chez Alira. C'est un partenariat qui fait sens. Vous voyez ma petite photo ici, puisque voilà, Alira, je vous en parle parce que j'ai fait la formation, je vous en parle parce que je suis formateur là-bas, je vous en parle aussi parce que ce partenariat, ça permet aussi de recevoir dans l'émission régulièrement pour des concours de pitch les projets qui sont incubés directement au sein de la formation. Parce que oui, si vous faites une formation chez Alira, c'est pas juste vous lisez des cours et vous écoutez des gars parler. Non, non, vous allez bosser avec des collaborateurs, avec d'autres personnes qui sont en formation pour développer un espèce de proof of concept d'un projet, soit blockchain, soit IA. Donc, on met les mains dans le cambouis. C'est une vraie formation. Donc ouais, peut-être que les meilleurs d'entre eux viendront dans l'émission pour pitcher ce projet avec un juré, etc. Je pense que ça, d'ailleurs, on le fera en janvier pour recevoir les meilleurs projets de la formation qui est en cours. Voilà, vous savez tout sur le partenaire. Si vous êtes prêts, écoutez, je vous propose qu'on reçoive mon invité de ce matin. Est-ce que tu es prêt, Pierre? C'est dur à dire. Oui, je crois que ça y est. Donc, je vais faire monter Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Jérémy. Comment vas-tu? Très bien, très bien. On fête aujourd'hui les 17 ans du white paper, donc jour pour jour, donc c'est un jour historique, un an de plus. Absolument, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça ce matin, donc joyeux Bitcoin, comme on dit. 17 ans que le white paper a été publié. Alors, tu étais venu dans l'émission il y a
un peu moins d'un an, il y a 10 mois de cela. D'ailleurs, je vais mettre le lien de l'interview que nous avions faite à l'époque où on s'était intéressé alors à l'actualité en début d'émission et ensuite on s'était intéressé à ton parcours. Donc on ne va pas le refaire aujourd'hui puisqu'il n'a pas changé le parcours. En revanche, on va parler évidemment des récents événements et on va parler surtout de la vision du présent et de l'avenir. Et merci encore de revenir dans l'émission. C'est évidemment toujours un plaisir. Alors, on va commencer évidemment par le sujet un peu brûlant. En mai dernier, nous apprenions tous sur Twitter, enfin ailleurs aussi, mais nous on est sur Twitter H24, tu sais, nous on est des jeunes, qu'on apprenait la tentative d'enlèvement sur ta fille un matin dans le 11e arrondissement de Paris. 3 hommes cagoulés qui tentent de faire monter ta fille dans une camionnette de livraison. Heureusement, grâce aux efforts de son mari et d'un ou plusieurs riverains, mais au moins un, ça c'est sûr, la tentative va échouer et les ravisseurs parviendront à s'échapper. Je vais commencer par 2 questions très simples. Comment va ta fille, ton gendre, qui a été blessé évidemment dans cette tentative, et où en est l'enquête? Alors, je pourrais pas répondre à ces questions. D'abord parce que comment vont-ils? Il y a qu'eux qui peuvent le dire et il y a des blessures physiques effectivement, des cicatrices, de l'événement, mais il y a aussi des blessures psychologiques, ça laisse pas indemne, je pense, ce genre de situation. Même si ça se passe très vite, ça laisse des traces. Donc je répondrai pas pour eux. Et sur l'enquête, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens effectivement qui ont été interpellés, arrêtés. Mais je peux pas en dire plus évidemment puisque l'enquête est toujours en cours. Ok, L'instruction est ouais. toujours en cours. Je comprends totalement. D'ailleurs, l'idée, c'était vraiment surtout de leur souhaiter que ça aille le mieux possible. C'est ce que tu avais déclaré. D'ailleurs, en parlant de ta fille, tu disais elle va autant qu'elle peut. Et je pense que c'est la bonne formule. Si on revient un petit peu sur ça, toi, tu l'as appris comment? Tu l'as appris par les médias ou tu l'as appris par la police? Comment tu l'as appris, toi? Ah bah, c'est ma fille qui m'a appelé dès qu'elle a pu mettre la main sur un téléphone et m'appeler évidemment. Elle l'a fait, donc je l'ai appris tout de suite après les faits. Et alors, on était à l'époque déjà dans une séquence compliquée, puisqu'il y avait eu évidemment l'enlèvement du collaborateur de Éric Larchevêque, avec malheureusement une suite un peu plus grave. Même si voilà, il va bien, mais acte de torture, etc. Entre-temps, vous avez été reçu par le ministère de l'Intérieur qui voilà, vous a promis un certain nombre d'aménagements, un certain nombre je ne sais pas comment dire, j'allais dire des avantages, mais voilà, des lignes directes, des contacts plus rapprochés avec le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité. Est-ce que tu as été satisfait, toi, de la réponse immédiate de l'État à la suite de ces événements? Alors j'ai noté la bonne réaction, je dirais l'empathie de gens comme effectivement Bruno Retailleau, Monsieur Nunez, qui est ministre d'ailleurs aujourd'hui, et dans l'ensemble de toutes les forces de police que j'ai pu rencontrer. Franchement, c'est des gens formidables. Malheureusement, il ne s'agit pas, à mon avis, de sécuriser l'enfer. Il s'agit de retrouver la civilisation. Donc ça va beaucoup plus loin que des numéros verts ou de quelque couleur qu'elle soit. Donc je pense qu'on a un vrai sujet de civilisation. Donc à partir du moment où des gens comme ça peuvent s'en prendre à une femme enceinte, je pense qu'on a atteint un degré de décivilisation qui est extrêmement avancé. Et c'est ça le problème, c'est pas, on va pas pouvoir mettre un policier derrière chaque Français. Or aujourd'hui, chaque Français est menacé potentiellement si, s'il est entrepreneur, s'il est comme toi influenceur, enfin tout le monde en fait est concerné. C'est pas juste, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux journalistes à qui j'ai pu parler après les événements, c'est que je me sentais pas, je crois pas du tout que ce soit restreint à l'univers crypto. D'ailleurs, il y a plein de victimes de homejacking ou de toutes sortes d'actes criminels qui ne sont pas dans la crypto. Donc ça n'a pas, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec la crypto, ça a tout à voir avec la décivilisation de la société qui fait que, qui donc tient.
Pas seulement au ministère de l'Intérieur, mais le ministère de l'Intérieur peut jouer un rôle, mais il y a aussi la justice, puisque aujourd'hui, comme tu le sais, Macron n'a pas construit une seule place de prison quasiment, en tout cas, elle est très très loin du compte hein, par rapport aux On places de avait prison promis bâtiments. 15 ou 20 000 et je crois qu'on n'est même pas à 5 000 places créées en l'espace de... Voilà, et il en manque 200 000 en gros. Hein. Sur les OQTF, il y a plus de 100 000 OQTF. Il y en a 10 000 qui sont considérés comme extrêmement dangereux, qui sont donc dans la nature, hein, puisqu'au bout de, comme tu sais, ils sont pas incarcérés, donc ils sont dans la nature, alors qu'ils sont considérés comme extrêmement dangereux. 10 000. Et ça, Macron, quand Macron parle de ça, il nous parle de. Alors, soit on a droit au sentiment d'insécurité de l'autre crétin, là, le Moretti, soit il nous parle, Macron, de brainwashing. Donc ces gens-là sont des irresponsables, ils nous mettent en danger, ils nous mettent tous en danger par leur inaction. Et c'est ça que je dénonce et que je dénoncerai toujours, jusqu'à ce qu'on trouve des responsables politiques qui soient vraiment responsables et non pas des gens qui ne sont jamais responsables de rien. Parce qu'aujourd'hui, on a des soi-disant responsables politiques, mais en fait, apparemment, ils sont responsables de rien. Même le vol du Louvre, là, récemment, il n'y a pas de responsable. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous qui sommes dans le privé, toi et moi, dans le privé, bah, on est responsable, on est aux manettes de son entreprise. Il n'y a personne derrière pour nous assurer. On est comme en montagne, hein, mais il n'y a pas un premier de cordée devant qui nous tire. Hein, c'est nous qui sommes le premier de Alors, cordée. si tu veux, Pierre, on va fermer un petit peu justement. En fait, tu as empiété sur la partie d'après et tu as raison parce que de toute façon, le lien est évident et je partage évidemment le constat. Et on l'a dit ici plusieurs fois, évidemment. Hier, c'était les influenceurs, les joueurs de football. Aujourd'hui, c'est les investisseurs et les entrepreneurs crypto et demain, ce sera autre chose. On est d'accord qu'il n'y a pas des criminels qui sont levés le matin en disant tiens, je vais être criminel et puis je vais m'attaquer aux crypto. Non, c'est le même écosystème lié souvent au narcotrafic, lié souvent au grand banditisme, etc. Et en fait, c'est juste une question de ciblage. Et donc, sur ce constat-là, je pense qu'on le partage. Peut-être pour terminer sur cet événement et après, on avance sur d'autres sujets, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, je voulais l'évacuer avant qu'on parle de sujets plus politiques et géopolitiques. Est-ce que toi, ça a changé quelque chose? Parce que quelques jours après la tentative d'enlèvement, tu as été invité sur BFM TV. Et d'ailleurs, je tiens à te le dire, parce que voilà, à ce moment-là, j'ai eu un mot de compassion pour toi, mais je ne voulais pas t'embêter, tu devais être évidemment harcelé. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai énormément et beaucoup apprécié ton interview sur BFM TV pour deux raisons. D'abord parce que tu n'as pas cédé à ce que la journaliste attendait de toi, c'est-à-dire voilà, de la complainte, de la tristesse. Tu ne voulais pas leur offrir ça, ni aux journalistes, ni sans doute aux ravisseurs. Et en même temps, tu as partagé un discours très politique en vérité, pas très politiquement correct. En même temps, quand tu étais venu dans l'émission, j'avais compris que tu n'étais pas de cela et ça fait du bien. Mais au-delà donc de cette interview, tu avais dit quand même que tu n'avais pas peur. Et que bah, de toute façon, il fallait continuer à vivre. Est-ce que ça a changé cet événement dans ton quotidien? Est-ce que tu as plus d'appréhension ou est-ce que tu arrives avec une résilience et une force de l'expérience peut-être à traverser et à te dire que voilà, on agit que sur quoi on a la main? Oui, de manière générale, je pense qu'il faut être méfiant par rapport aux émotions. Donc la peur fait partie des émotions et c'est pas la peur qui va nous protéger ou nous protéger. Par contre, depuis les événements, effectivement, j'ai durci la cible, hein, c'est-à-dire que je me suis effectivement préparé. Je l'étais déjà un petit peu avant, mais là, j'ai effectivement durci, comme disent les spécialistes de la sécurité, j'ai durci la cible. Et je crois que l'État étant aujourd'hui dans l'incapacité de nous protéger, je parlais des 10 000 personnes là, qui se baladent dans la rue, qui sont considérées comme dangereux. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut les rencontrer. Donc, je pense que chacun doit aujourd'hui se rendre compte que l'État n'étant plus en mesure de nous protéger, il faut qu'on se protège, ou en tout cas qu'on s'entraîne, qu'on se prépare à ce type d'éventualité. Donc, c'est mon cas, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à le faire s'ils ont
je dirais, un peu de visibilité ou un peu d'argent et qui peuvent être ciblés par des criminels. C'est la grande différence avec les États-Unis où, comme tu le sais, il y a le port d'armes est largement plus répandu. En France, il est extrêmement contraint et restreint, quasiment inexistant, hein. Le droit de porter une arme est quasiment impossible à obtenir en France, alors que l'État nous a désarmés. Donc, en fait, l'État désarme les citoyens, mais la promesse, quand on désarme les citoyens, c'est qu'on est capable de les protéger. Or, cette promesse n'est plus tenue. Donc, il y a un vrai sujet sur le port d'armes. Je considère, par exemple, qu'une personne qui est menacée de mort devrait automatiquement avoir droit à un port d'armes. Ça me paraît un peu la base, quoi. Or, il y a aujourd'hui plein de gens qui sont menacés de mort, des journalistes, des hommes politiques, maintenant des entrepreneurs crypto. Alors, c'est pas la mort, mais c'est presque pareil, hein, d'être capturé, de devenir l'otage de ces barbares, c'est presque pire. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet. Donc c'est un sujet politique, la sécurité, ça a à voir avec la liberté, hein, la liberté de circuler. Donc c'est un sujet de liberté. Alors aujourd'hui, on est dans un pays que je considère plus du tout comme celui que j'ai connu dans ma jeunesse, c'est-à-dire qu'on est devenu progressivement un pays communiste, hein, puisqu'on est à 57% de dépenses publiques sur le PIB. 57% du PIB en dépenses publiques, c'est plus que l'URSS dans les années 80. Donc ça veut dire qu'on est un pays communiste, mais on est devenu communiste non pas par la révolution, mais par la strangulation progressive du contribuable, hein. Et ça continue, puisque là on a un festival à l'Assemblée avec des gens qui discutent de taxes supplémentaires, alors que je crois qu'on est le pays des mille et une taxes et qu'on est déjà le pays le plus taxé du monde. Donc Alors, il y on a un viendra. vrai sujet politique qui dépasse largement effectivement la crypto, mais en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas évidemment rester, je dirais, silencieux ou les bras croisés en attendant d'être plumé davantage. Je suis obligé de prendre la parole. Je ne suis pas le seul. J'inviterai tous les chefs d'entreprise à le faire d'ailleurs. On est tous responsables, puisque ce n'est pas les politiques qui sont responsables, ce sera nous. Et donc j'invite tout le monde à le faire. Et toutes les prises de parole sont bonnes. Alors évidemment, on est censuré sur le service public, la télévision d'État, qui pratique la censure. Donc on n'a pas accès à ces chaînes-là, à ces médias qui sont très puissants, hein, qui nous coûtent 4 milliards par an, je rappelle, le service public, qui est devenu un organe de propagande. Maintenant, on a l'organe de propagande, hein, comme dans l'URSS, on a l'organe de censure avec l'ARCOM. On a aussi l'organe qui supervise la presse, hein, qui se permet maintenant de censurer des titres. Ils viennent de censurer un journal satirique de droite parce que Charlie Hebdo, c'est OK, mais si c'est un journal satirique de droite, c'est pas OK. Enfin, voilà, on est vraiment dans ce contexte et ça explique, si tu veux, la façon dont je parle. Tu parles du magazine La Furia, j'imagine, à qui on a retiré l'agrément presse qui l'empêche d'être obligatoire dans les kiosques. Et donc forcément, avec la pression, un certain nombre de kiosques ont décidé de ne plus le proposer à la vente. Tant et si bien qu'heureusement, grâce à un mouvement communautaire, eh bien, ils vont survivre vraisemblablement grâce à des abonnements de la part de personnes soit qui aiment le contenu, soit qui sont simplement attachées à la pluralité et à la liberté de la presse. Alors, effectivement, tu abordes plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir et que j'avais prévu de parler, mais peut-être revenir, essayer de structurer, parce que sinon, on va dans tous les sens, mais tout ce que tu dis est vrai et passionnant et j'ai envie de rebondir, mais je vais essayer de structurer un peu. Peut-être sur la sécurité, Éric Larchevêque, récemment, à la suite un petit peu de ces événements, justement, prônait le port d'armes, en tout cas un peu plus libéré, puisqu'il partait du principe que finalement le port d'armes, il existe en France, mais pour les méchants, je simplifie hein, bien sûr, alors que les gentils, eux, évidemment, et ça nous rappelle l'événement durant lequel Owen Simonin voilà, s'est fait interpeller en voiture alors qu'il détenait une bombe au poivre et pour lequel il a dû faire, si j'ai bien compris, déposer ses empreintes et tout, alors il fait partie évidemment et manifestement des personnes qui sont ciblées et qui sont à risque, hein, voilà, on peut le dire. Donc là aussi, toi, par exemple, tu prônes, tu aimerais un port d'armes qui ressemble un petit peu à celui des États-Unis, même si on rappelle quand même que le port d'armes aux États-Unis, il est dans la Constitution, c'est le deuxième amendement, mais il est différent, il est exécuté différemment selon les États, avec plus ou moins de contrôle, avec plus ou moins de formation. Est-ce qu'on peut le porter à la ceinture ou pas? Voilà, donc c'est pas partout pareil, mais en tout cas, il est constitutionnel. Qu'est-ce que toi,
Toi, tu voudrais un truc un peu pareil en France ou peut-être pas, ou je sais pas? Alors d'abord, juste pour, revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on part dans tous les sens. Non, le seul sujet, c'est la liberté, en fait, hein. C'est comme je disais, la sécurité est indissociable de la liberté. C'est-à-dire l'être capable de se défendre, ça fait partie de la liberté. Alors si on peut déléguer à l'État cette capacité de se défendre, mais à l'évidence, ça ne marche plus aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'effectivement le port d'armes devient un sujet. Comme je le disais, je pense qu'il devrait automatiquement être attribué à des gens qui sont menacés de mort. Donc ça dissuaderait déjà certaines personnes de menacer de mort les autres, parce que du coup, ça aurait pour conséquence de les doter d'une arme. Donc ça calmerait un peu les esprits. Et en tout cas, ça me paraît une première mesure. Voilà. Après, déjà, quand on aura fait ça, on aura fait un pas dans la bonne direction. Je ne dis pas de le généraliser à toute la population à ce stade-là. Je ne pense pas que tout le monde soit menacé de la même façon, mais clairement, ceux qui sont menacés de mort, et je dirais certainement beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, qui peuvent être ciblés aussi, devraient avoir accès automatiquement à ce type de disposition et cette liberté de porter une arme. Après, sur les modalités, comme tu disais, ça dépend des États. Aux États-Unis, en France, on est de la taille du Texas à peu près, hein. Bon, donc on peut faire comme le Texas, mais peu importe. C'est pas, j'en suis pas aux Le modalités, Texas, j'en c'est suis sur le l'État où principe. le Texas, c'est l'État des États-Unis où il est le plus libre. Tu l'as pas Voilà, choisi. j'ai pas cité au hasard, mais c'est aussi l'État qui est à peu près de la taille de la France. Oui, oui, oui. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, il y a un sujet qui est de l'ordre qui relève de la liberté. Mais comme je disais, donc quand je parlais de communisme, je parlais de liberté économique en fait, hein. C'est clairement donc la liberté, c'est la liberté de circuler, c'est aussi la liberté économique, la liberté d'entreprendre, etc. Mmh. Non, mais on va venir sur tous ces sujets évidemment, et ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, la criminalité a augmenté depuis les années 60 de 400 À côté de ça, on voit, grâce aux réseaux sociaux, grâce à certaines chaînes d'information, on commence à ouvrir les yeux. Alors nous, ça fait sans doute un peu plus longtemps que d'autres, mais les Français commencent à ouvrir les yeux sur, voilà, on parlait, de coupe-gorge, de zone de non-droit, on parle d'insécurité, on parle de tout ça. On ouvre les yeux, et surtout sur l'impuissance de la puissance publique, alors que c'est vrai que culturellement, en Europe, on a plutôt tendance à déléguer la force à l'État, mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'État ne peut plus assurer cette sécurité, le risque à ne pas encadrer la légitime défense, c'est qu'elle devienne un peu chaotique. Il y a plein d'événements dans lesquels voilà, le mec il rentre chez un gars, il se prend un coup de chevrotine ou un coup d'épée. Tu te rappelles sans doute de ce qui s'était passé. Parce que, voilà, si tu es obligé de protéger tes proches, tu t'en fous de l'État. Tu tires, tu frappes, tu te défends comme tu peux. Donc, effectivement, ouais, je comprends ce sentiment-là. Alors en Europe, il y a quand même un pays qui s'appelle la Suisse, qui est un pays voisin en plus, et où le port d'armes est largement répandu. En tout cas, la détention d'une arme, hein, déjà chez soi, ce qui serait aussi là aussi un premier pas. Alors ça, c'est relativement, je dis à ceux qui nous écoutent, c'est quand même relativement accessible, puisqu'il faut être licencié dans la Fédération française de tir, et à ce moment-là, on peut détenir une arme chez soi pour se défendre. Mais là, l'autre problème qui apparaît, c'est le traitement de la légitime défense par les juges en France, où effectivement le cambrioleur semble être mieux protégé par la loi que la personne qui défend son domicile. Donc là aussi, il y a un problème du côté de la justice. Je pense que de toute façon, il y a globalement un problème du côté de la justice, par son noyautage par une minorité agissante de gauchistes. Donc on a ce sujet-là, mais effectivement, tous les pays d'Europe ne sont pas communistes. La Suisse n'est pas encore communiste, hein. Et d'ailleurs, la différence de PIB par habitant le montre, hein, puisque chez nous, ça n'arrête pas de baisser, chez eux, ça augmente, hein. Donc ça aussi, c'est un marqueur de liberté économique. C'est quand il y a la liberté économique, le PIB progresse, les gens s'enrichissent, tout le monde en profite, y compris les pauvres. Et quand on est dans le communisme comme nous, tout le monde s'appauvrit, et effectivement, la vie est plus difficile pour tout le monde. Mmh. Alors justement, donc là, on a parlé de l'insécurité, mais il y a un autre sujet qui traverse l'actualité en ce moment, c'est une autre forme d'insécurité ou d'instabilité, c'est le fait qu'on perde des étudiants, des entrepreneurs, des investisseurs, des grandes fortunes à cause, voilà, tantôt de matraquage fiscal,
tantôt des problèmes d'insécurité dont on parle. Moi, je veux dire, moi, je connais plein de potes à moi qui me disent, moi, j'ai quitté la France parce que bah, je me sentais pas en sécurité, vraiment. Et surtout, tu sais, quand ils commencent à avoir des enfants et tout, là, ils se disent, c'est pas pareil. Moi, ça va, mais je peux pas. J'ai peur, mes gamins, quand ils rentrent à telle heure, ma fille dans les transports. Et ça crée effectivement cette envie à un moment donné d'aller voir ailleurs. On parlait de la fiscalité, bien sûr. On peut parler de plein de sujets. Mais en tout cas, on perd des talents. Là, les étudiants, il y a une On pourrait parler statistique. des normes, la folie normative, hein, parce que mon ami Christophe Ehoche-Duval a écrit un livre là-dessus, sur l'inflation normative en France. Hein. On est le pays des 400 000 normes. Hein. Enfin, là aussi, c'est une dérive typique des États totalitaires et communistes, c'est les normes et la bureaucratie. Donc ça aussi, ça fait fuir les entrepreneurs, hein, parce que ça, c'est un impôt. La fiscalité, elle se paye en numéraire quand il s'agit des impôts, mais il y a l'impôt sur le temps. Et la bureaucratie et les normes, c'est un impôt sur le temps et sur la productivité qui prend une part grandissante et qui, en France, en tout cas, devient quasiment insupportable, effectivement, dans beaucoup de professions. Et on peut en parler dans les services financiers aussi, ça devient totalement excessif. Et l'euro numérique est une sorte de culmination de tout ça, le triomphe de la bureaucratie, quoi. D'ailleurs, ce que tu dis est très intéressant parce que ce matin, je suis tombé sur un tweet de Marc Simoncini. Je ne sais pas si tu l'as vu. D'ailleurs, tiens, je vais le retweeter. Où il disait quand un entrepreneur passe plus de temps à survivre à une fiscalité et à des démarches administratives délirantes que se battre contre ses concurrents sur son marché, on peut considérer qu'ils ont atteint leur but, transformer tous les entrepreneurs de ce pays en fonctionnaires, mais sans la sécurité de l'emploi. Bon, c'est à peu près ce que Très tu juste. C'est extrêmement juste. Tout ce que tu viens de dire, enfin, ce qu'il a dit est totalement to the point, comme on dit en anglais. Effectivement, c'est le rêve des bureaucrates qui nous dirigent, des politiques qui nous dirigent. Hein. Ce sont tous des étatistes. Donc, comme je disais, moi, je les appelle communistes plus globalement parce que c'est la réalité historique. Et comme je disais, c'est le communisme, on n'y arrive pas forcément par un switch on-off, on y arrive aussi par un bouton qu'on tourne de plus en plus toujours dans le même sens. Donc là, on y est. C'était pas un switch on-off, c'était progressif sur 40-50 ans, mais on y est. Et effectivement, le rêve de tous ces gens-là, c'est que tout le monde soit fonctionnaire. Hein. Effectivement, il n'y a plus d'entreprise privée, plus personne n'entreprend, c'est l'État qui s'occupe de tout. Et comme il s'occupe de tout, il fait tout très mal, puisque quand c'est l'État, personne n'est responsable. On l'a vu avec le Louvre, quand c'est l'État, il n'y a plus de responsable. Dans le privé, la responsabilité est au cœur. L'entrepreneur, ceux qui nous écoutent qui ne sont pas encore entrepreneurs, il faut qu'ils le sachent, l'entrepreneur est responsable de tout dans son entreprise. Hein. Je cite toujours un exemple savoureux qui m'est venu parmi, mais je pourrais en citer des centaines, l'exemple des exercices incendie. Si vous ne faites pas un exercice incendie dans votre entreprise, dans vos bureaux, vous êtes pénalement responsable s'il y a un incendie de ne pas avoir fait l'exercice incendie dans les délais. Vous voyez, c'est ce genre de truc, comme si vous n'avez pas assez de choses à penser. C'est le chef d'entreprise qui en est responsable. Donc, je prends cet exemple parce qu'il s'applique à toutes les entreprises. Donc, c'est fascinant. Même celles qui n'ont aucun risque spécifique, quand vous êtes dans un bureau, vous n'êtes pas à risque spécifique dans votre bureau. C'est le risque de l'immeuble. Je ne vois pas pourquoi l'entreprise qui est installée dans l'immeuble a une responsabilité que le voisin du dessus n'a pas. Enfin, c'est fascinant. C'est fascinant, les normes. Et de toute façon, l'entrepreneur, c'est un peu le réceptacle de toutes les contraintes tous les transferts de risques se font sur l'entrepreneur, sur le dos de l'entrepreneur. Et tout l'écosystème, donc politico-bancaire, syndicaliste et tout ça, déverse les contraintes et les risques sur les entrepreneurs. C'est fascinant. Donc, il faut complètement inverser cette logique et revenir à la responsabilité pour tous, que tout le monde soit responsable de ce qu'il fait, y compris les politiques, y compris les fonctionnaires, au même titre que les entrepreneurs. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, on voit ton discours, il est éminemment politique. Et forcément, ça m'interroge sur l'offre politique en ce moment. Tu as été soutenu par la droite, voire par ce que certains appellent l'extrême droite.
Est-ce que tu as eu du soutien de la part de personnalités de gauche ou de gauche radicale, peu importe comment on l'appelle? Est-ce que même si vous partagez vraisemblablement pas les mêmes idées, est-ce que tu as reçu quand même des soutiens de la part de personnalités ou voilà, de gauche? Alors, j'ai évidemment reçu aucun soutien de leur part et je n'en attends aucun. C'est ça qui est bien, c'est qu'évidemment, j'attends pas comme je disais, des étatistes qui donc ont montré qui sont responsables donc de l'état de la situation dans laquelle on est au bout de 40-50 ans d'étatisme. Donc, évidemment que je n'attends rien. Je perdrai pas mon temps à essayer de leur parler. De toute façon, s'ils veulent apprendre, ils ont qu'à me contacter. Et à ce moment-là, s'ils font la démarche de vouloir apprendre quelque chose sur les cryptos et Bitcoin, éventuellement, je le ferai. Mais évidemment, aucun ne l'a fait. Ce sont des sachants, ils savent tout. Ils n'ont pas besoin de se former. Ils sont omniscients. Donc, ces gens-là, je reste à l'écart. C'est extrêmement toxique, en fait. Ces gens-là sont extrêmement toxiques. Je m'intéresse aux gens qui sont, et je passe du temps avec des gens qui sont concernés par la liberté et la responsabilité, comme je disais. Donc, effectivement, alors quand on n'est pas d'extrême gauche en France, on devient d'extrême droite, hein, c'est la nouvelle mode. C'est typique des régimes communistes aussi, il faut le savoir, à ceux qui nous écoutent, bon, s'ils ont un peu étudié l'histoire. D'abord, Ayn Rand a bien expliqué que le fascisme et le socialisme, c'était deux facettes du collectivisme. Hein. Bon, moi, je parle d'étatisme. Ayn Rand, qui est une théoricienne, une philosophe, hein, mais une théoricienne aussi politique. Ayn Rand, elle parle de collectivisme, ce qui est une façon un peu plus, ce qui est une autre façon de dire un peu la même chose. Moi, je parle d'étatisme parce que je généralise pas, comme je l'expliquais, en Europe, on a la France et on a la Suisse, donc on voit bien qu'il y a quand même différentes façons de construire un collectif autour de valeurs différentes. Donc, je n'irai pas aussi loin qu'Ayn Rand, mais en tout cas, elle mettait dans le même sac fascisme et socialisme en disant que c'est deux formes du collectivisme. Donc, ce que disait après, il y a Pasolini qui disait aussi quand le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. Et je rappellerai aussi à ceux qui nous écoutent qu'ils ne savent peut-être pas que le mur de Berlin, le rideau de fer, s'appelait mur de protection antifasciste. Juste pour remettre dans son contexte le mot antifasciste. Donc les gens qui se présentent comme antifascistes, en fait, ce sont bien ceux-là. C'est ceux qui ont construit le mur de Berlin et le rideau de fer, hein, historiquement. Donc, rappelez-vous ça quand vous entendrez le mot antifasciste ou extrême droite, hein, donc les gens qui accusent leurs opposants d'être d'extrême droite, là aussi, c'est les communistes, typiquement, c'est ce que faisait Staline. Donc, là aussi, c'est pour l'élimination physique des opposants. Et on l'a vu avec Charlie Kirk aux États-Unis. Quand Charlie Kirk a été assassiné, on les a vus tous applaudir quasiment. C'était indécent, c'était obscène, c'était abject. On a vu tous ces gauchistes applaudir à un assassinat politique de quelqu'un qui était foncièrement non violent. Donc là aussi, donner du contexte à l'information, et là encore, on mesure à quel point le service public de l'audiovisuel en France est devenu un organe de propagande quand on voit la couverture médiatique qui a été faite de cet événement et l'usage du mot extrême droite aussi dans leur studio quasiment H24, quoi. Ouais, ça me rappelle un peu là en ce moment là, depuis quelques heures, sous prétexte de dénoncer l'accord franco-algérien qui date de 1968, eh bien, il n'y a pas un poste où on ne parle pas voilà, de OAS, racisme, etc. Donc là, vraiment, on retire toute nuance. C'est une véritable échec de la pensée, des rapports de force, de la réelle politique, de la diplomatie aussi, parce que ça fait partie du jeu. Hein, quand un pays soit ne respecte pas ses engagements, soit a tendance à être dur avec toi, à ce moment-là, toi, il faut que tu prennes des mesures. On le voit avec Trump, avec les réussites hein, que ça crée. On le voit avec d'autres aussi. Mais voilà, en tout cas, le mot extrême droite, l'accusation de racisme, etc., c'est vrai que c'est rarement fondé. Non pas que ça n'existe pas, l'extrême droite, ça existe, c'est une réalité politique. Le racisme, il existe. Évidemment, c'est une idéologie qui existe. Souvent d'ailleurs de l'autre côté d'ailleurs, mais passons. Mais l'idée c'est de les utiliser pour disqualifier davantage que pour argumenter ou dénoncer quelque chose de réel. Et donc évidemment c'est un peu dommage. Alors je reviens sur l'offre politique. Donc la gauche, ok, on a évacué, on peut plus rien attendre d'eux, il n'y a pas de problème. Ok, tu as reçu évidemment du soutien de la droite, voire des partis de droite nationale, droite radicale, je ne sais pas comment il faut les appeler, peu importe. Toi aujourd'hui sur l'offre justement politique partisane, j'aurais dit.
quel est soit le parti, soit la personnalité qui se rapproche le plus de tes idéaux en matière justement de liberté, puisque c'est le maître mot de ce que tu revendiques? Donc il y a effectivement un parti qui me, en tout cas, dont je me sens assez proche, c'est le parti de Javier Milei en Argentine. Donc effectivement, l'offre politique, elle se trouve pas en France, pas encore, mais elle se trouve clairement en Argentine avec ce que fait Javier Milei, c'est-à-dire réduire la taille de l'État pour revenir. Pour la France, ça signifierait revenir juste dans la moyenne européenne, en fait, hein, revenir je sais pas, à 35% du PIB pour la dépense publique, par exemple. Ce serait juste revenir dans une sorte de moyenne. Et du coup, ça n'a rien d'extrémiste ou de radical, en fait, hein, cette proposition de revenir dans la moyenne pour la dépense publique. Les extrémistes, c'est ceux qui veulent le statu quo, en fait. Parce que le statu D'ailleurs, quo, je suis désolé de t'interrompre, mais quand tu m'as dit 35%, ça m'a fait tilter et ça y est, ça vient de revenir. Je vais oublier sinon, donc je te demande pardon, mais Jean-Marie Le Pen, à l'époque, avait proposé d'inscrire dans la Constitution justement ce cap de 35%. J'ai vu ça hier sur un post. Et aujourd'hui, on disait à 57%, hein, c'est ça. Donc voilà, donc à l'époque, l'extrême droite, hein, voilà, Jean-Marie Le Pen, avec tout ce que ça entraîne avec lui, était plus proche justement des libertariens et de ce que fait aujourd'hui Javier Milei, justement. On pourra en reparler, hein, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Donc voilà, juste petite anecdote, parce que ce chiffre de 35% a fait pop dans mon esprit. oui, Voilà. alors, typiquement, c'est un argument on va entendre sur l'audiovisuel public pour disqualifier l'idée, tu vois. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que si quelqu'un qui leur plaît pas a émis cette idée, même il y a longtemps, forcément, c'est une mauvaise idée. Non, c'est une idée, c'est encore une fois revenir dans une sorte de moyenne et de quelque chose de raisonnable, alors qu'aujourd'hui, on a clairement basculé dans le collectivisme. Donc, effectivement, pour revenir à Milei, il y a un parti mileiste français qui, comme tu le sais, n'est pas un parti, mais un compte Twitter, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à ce compte Twitter. Je le reçois dans Qui- l'émission au mois de décembre. Je reçois son président. D'accord, très bien. Donc c'est pas encore un parti, ça pourrait le devenir évidemment, mais clairement c'est la voie vers laquelle il faut aller. C'est d'ailleurs dans ce cadre que moi je parle aux partis politiques. Je suis prêt à parler en tout cas à tous les partis politiques pour leur dire combien c'est important d'adopter ce programme économique. Moi je suis plutôt sur le programme économique, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur c'est mon focus. Mais comme tu l'as compris, il n'y a pas de liberté économique sans la liberté de circuler. Donc tous ces sujets sont liés, hein. La sécurité, la liberté économique, c'est bien lié. Donc voilà, c'est un peu ça, si tu veux, le motto, enfin, en tout cas mon focus en ce moment, de faire émerger une offre politique qui ressemble à ce qu'a fait Javier Milei en Argentine, bien sûr adaptée à la France. C'est-à-dire qu'il faut sûrement y aller de manière progressive, mais Milei, il va de manière progressive aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y est pas allé pas tout la première année. Par contre, il faut que la première année, il se passe énormément de choses, de manière à provoquer une sidération des opposants, enfin pas des opposants, mais des partisans du statu quo, hein, donc de la gauche et des collectivistes, parce que de toute façon, ils vont s'y opposer par des manifs et des grèves. Donc il faut charger la première année au maximum, mais après, ça peut être relativement progressif. On doit passer effectivement de 57% du PIB à 35%, et il n'y a aucune difficulté à le faire. Le privé est meilleur dans tous les domaines où l'État se trouve aujourd'hui et où il ne devrait pas être. Le privé est meilleur. On passe souvent à même l'éducation. Hein, l'éducation, l'État peut définir des programmes, etc. Et encore, ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, au niveau de l'éducation, qui d'ailleurs va être appelée à se transformer avec l'IA. Tu as parlé d'Alira en introduction, mais l'IA va forcément transformer l'éducation. Je doute de la capacité de l'État à embrasser cette innovation de manière intelligente. Donc, et le privé coûte en gros 2 fois moins cher, hein, que l'État en termes d'éducation. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de bureaucratie. Dans le privé, on n'a pas le loisir de créer des postes comme ça d'administrateurs ou de bureaucrates comme ça coûte. Donc le privé est extrêmement vigilant par rapport à sa bureaucratie. Il en a un peu, forcément, il en a besoin pour la compta, pour tout ça, mais ce n'est pas une bureaucratie en fait. Ce sont des gens qui sont dans des fonctions administratives et support, mais ce n'est pas des bureaucrates. Dans le public, et donc pour prendre l'exemple de l'éducation, je crois qu'il y a la moitié, à l'éducation nationale, il y a la moitié des gens qui ne sont pas devant des élèves.
ou des étudiants. Et ça, c'est le signe qu'il faut privatiser. Donc, faut privatiser à peu près tout. Ça marchera mieux. Tout ce qu'on va privatiser, ça marchera mieux. Et effectivement, laisser à l'État ses missions centrales, principales, qu'on appelle parfois régaliennes, mais j'aime pas trop ce mot-là parce qu'on n'est plus dans un royaume. Mais en tout cas, justice, police, armée, Régalienne, ça vient du roi Régis. Ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça le sujet qui nous occupe pour retrouver de la liberté économique et de la prospérité. Donc, de la prospérité, de la sécurité, tout ça étant indissociable. Tous ces éléments-là étant indissociables, s'il y en a un qui disparaît, comme je disais aux journalistes justement, si la sécurité disparaît, la prospérité disparaît aussi très très vite. Bien sûr. Alors, cet été ou en septembre, je ne sais plus, tu étais aux universités d'été, je crois, du parti Reconquête. C'est vrai que Sarah Knafo, de mon point de vue, sur le terrain économique, est quand même celle sur le champ politique, puisque tu l'as dit, le parti milléiste n'est pas sur le champ, en tout cas politicien. Il est politique de Pas fait, encore, pas mais encore. pas encore. Mais peut-être que tu vas nous annoncer quelque chose. Mais en tout cas, mais ça irait dans le bon sens. Là, il était encore hier à TV Liberté. Enfin, on voit quand même que voilà, il travaille sa médiatisation. Sans doute qu'il y a un truc à annoncer quelque part. Bref, il nous en parlera sans doute quand il viendra. Mais je reviens sur Reconquête parce que c'est vrai que Sarah Knafo fait un travail, je trouve, assez exceptionnel depuis un an pour informer sur les dérives de l'État, le dérive des dépenses, etc. Elle a été à l'époque rencontrée Javier Milei. Elle a été rencontrée évidemment Donald Trump à l'occasion de son élection. Et tu étais donc aux universités d'été de Reconquête pour parler notamment de l'inflation normative, je crois. C'était le sujet, l'un des sujets sans doute que tu as évoqué. Et puis sur le côté sécurité identitaire, immigration, parce qu'ils se sont partagés un peu les rôles là, entre Knafo et Zemmour. Là, pour le coup, Éric Zemmour, là aussi, me semble être un petit peu dans ta lignée de ce que tu mets en avant. Donc, est-ce que, parce que tu as cité parti milléiste, mais tu n'as pas cité Reconquête, pourquoi est-ce qu'il y a un truc chez eux qui te gêne, qui t'empêche justement d'être en phase avec ce qu'ils proposent? Alors non, pas du tout. C'est juste que je voudrais pas laisser penser qu'il y a que Reconquête qui s'intéresse ou qui devrait s'intéresser au milléisme. Je pense notamment à Éric Ciotti, donc il y a une autre tendance qui lui aussi a compris. Je pense David Lisnard aussi a compris le milléisme et en parle bien. Donc je veux pas restreindre, disons, le courant milléiste à un parti aujourd'hui, mais je dirais, comme tu le soulignes fort justement, Sarah Knafo, en tout cas, en tant qu'énarque, magistrate à la Cour des comptes et connaissant très bien le problème de la dépense publique, on parle très bien, des préconisations excellentes. Elle préconise notamment 60 milliards d'économies par an, en gros, dans son programme, sachant que le parti milléiste, lui, est plutôt sur une base de 500 milliards, mais je dirais que ça va déjà dans le bon sens quand on propose 60 milliards d'économies. En plus, 60 milliards d'économies sans dégrader en aucune manière nos services publics ou quoi que ce soit. C'est juste des dépenses totalement inutiles et délirantes qui se sont accumulées au fil des années et qu'il s'agit de cesser de stopper. Le parti milléiste va plus loin dans le sens qu'il s'en prend, lui, vraiment, il est dans une logique de privatisation, comme je le disais, donc qui permet d'économiser énormément, puisque, en fait, quand on privatise, on récupère tout l'argent qui est gaspillé dans la bureaucratie. Donc, c'est extrêmement important de privatiser pour provoquer ce choc, disons, sur la bureaucratie et la réduire, parce qu'elle coûte très très cher. C'est évident que si un bureaucrate se retrouve au chômage, il n'y a absolument aucune différence dans la création de richesse, puisque quand il était en poste, non seulement il ne créait pas de richesse, mais en fait, il était plutôt un frein par son action de bureaucrate à la prospérité. Donc, il n'y a aucun problème pour le mettre au chômage. Est-ce qu'il retrouve un boulot? Parce qu'en fait, il va retrouver un boulot, parce que comme l'économie repart, les entreprises embauchent, il y a de la croissance, donc on peut réembaucher. Donc, c'est exactement ça le progrès, ce qui se passe en Argentine, et c'est ce qu'il faut faire en France. Donc Reconquête. Hier a annoncé, je rebondis, qu'effectivement, il a donné un avantage fiscal, je crois, aux entreprises du privé qui embaucheraient des fonctionnaires publics. Voilà, parce que c'est vrai que quand tu privatises et que tu réduis drastiquement le nombre de fonctionnaires, tu te retrouves avec des gens qui sont au chômage. Ils ne sont pas parfaitement et pas immédiatement adaptés peut-être au marché de l'emploi privé. Donc parfois, il faut donner un petit coup de pouce au privé
pour aller chercher, Oui. je vous Ben, disais, la hein. formation, il y a le sujet de la formation, il y a le sujet aussi de l'incitation, parce que les gens effectivement ont pris sans doute des mauvaises habitudes à force d'être déresponsabilisés. Mais ce qui est certain, c'est que dans tous les domaines, y compris la santé, il faut redonner le pouvoir aux gens qui sont sur le terrain et en face des patients, par exemple. Comme je disais, sur l'éducation, il faut redonner le pouvoir et la responsabilité à ceux qui sont devant les étudiants et les élèves. Donc c'est ça le milléisme. Donc ça veut dire que les bureaucrates, effectivement, se retrouvent au chômage. Encore une fois, au chômage, ils créeront plus de richesses qu'en poste, puisque la bureaucratie est un frein fondamentalement à l'efficacité de tout le monde. Hein. C'est le mal dont on souffre principalement aujourd'hui. Ouais, non, mais complètement, on est en phase là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que voilà, de plus en plus, comme je dis, à l'époque, je veux dire, tu trouvais quasiment personne sur cette ligne-là, à part voilà, Jean-Marie Le Pen. Et alors, évidemment, avec l'arrivée de Marine Le Pen, le Rassemblement national est devenu éminemment socialiste. D'ailleurs, à ce sujet, ouais, le RN, comment tu le positionnes là-dessus? Est-ce que, comme moi, tu penses que bah, voilà, à force de se dédiaboliser, elle est devenue tellement systémique qu'elle est devenue socialiste, ou est-ce que je vais trop loin? C'est quoi ton avis là-dessus? Non, non, c'est fondamentalement un parti étatiste depuis toujours, à mon avis. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'acquaintance particulière avec eux. Je les considère comme une des nombreuses variantes du socialisme. C'est le socialisme plutôt national, effectivement souverainiste, mais c'est quand même le socialisme. Donc ça ne change rien. Ils ont rien d'extrême hein, dans leur positionnement, hein, puisque quand on est dans un pays communiste, le simple fait d'être à droite te classe de toute façon dans l'extrême, évidemment, puisque tu es un opposant à un système. Donc tous les opposants au système sont labellisés extrêmes. Mais en l'occurrence, s'agissant du RN, c'est plutôt une variante du socialisme. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, ça ne peut pas donner quoi que ce soit d'intéressant. Non, comme je disais, les seuls qui aujourd'hui manifestent une bonne volonté dans la bonne direction, c'est Reconquête, Lisnard, Ciotti, quelques personnalités comme ça. Jonas Haddad, OLR aussi. Donc, il y a quelques. Aujourd'hui, c'est les exceptions, mais je pense que d'ici 2027, mon espoir, c'est que tout ça se cristallise autour d'un mouvement que j'appellerais donc le mouvement milléiste, et que ça débouche sur l'élection d'un vrai responsable à l'Élysée qui permettrait de changer la donne. Aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse et dans l'aggravation. On est dans l'aggravation des problèmes aujourd'hui, malheureusement. Et est-ce que toi, tu as déjà envisagé, alors tu es déjà chef d'entreprise, écrivain, est-ce que tu as déjà envisagé toi-même de te lancer en politique? En tout cas, j'imagine, depuis les événements du mois de mai notamment, tu as dû recevoir des propositions, évidemment. Est-ce que tu y penses ou pas qu'en te rasant? Non, clairement, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas dans la politique. Comme Éric Larchevêque, d'ailleurs, il a dit, c'est pas dans la politique que je vais être le meilleur. C'est en tant qu'entrepreneur. Donc, je pense que c'est mon cas aussi. Je pense que je suis avant tout un entrepreneur. Mais je suis prêt à rendre service. Hein, en d'autres termes, si toutefois je peux rendre service à quelqu'un qui a décidé d'aller dans la bonne direction, et on a cité Sarah Knafo par exemple, et Reconquête, clairement ça va dans la bonne direction. Si David Lisnard a besoin d'aide, là aussi je suis en soutien autant que je peux. Je pense qu'ils ont intérêt à évidemment allier leurs forces pour avoir plus de chances de gagner en 2027 dans le système électoral qui est le nôtre. Mais non, je ne me vois pas, moi, en tout cas, je ne brigue pas, j'ai aucune ambition politique. C'est pas, je suis avant tout un entrepreneur, clairement, mais en soutien par par la communication. Déjà, en tant qu'entrepreneur, on peut parler, on peut s'exprimer. On a aussi une entreprise avec une mission. Donc, nous, chez Pemium, c'est donner de la liberté aux gens, l'émancipation, ce que j'appelle l'émancipation financière, hein, par les cryptos, par Bitcoin en particulier. Ça fait partie je considère que je suis plus utile en faisant ça qu'en faisant de la politique. Mais sachant que pour moi, le sujet de la monnaie est éminemment politique. Donc, si on est dans la technologie de la monnaie, si on est dans la technologie de la décentralisation est aussi un concept éminemment politique. Si je devais me définir sur le plan politique, je dirais que je suis un localiste. C'est-à-dire un localiste, c'est quelqu'un qui considère que c'est plus important d'aimer son prochain que de prétendre aimer son lointain. Et en tout cas, d'être donné de la responsabilité dans le principe de subsidiarité, donc au plus près du terrain. Donc ça, c'est la décentralisation. C'est très exactement
ce que fait Bitcoin sur la monnaie. Donc, Ça, c'est très rassemblement, voire Front National, puisque Marine Le Pen parlait du localisme il y a quelques années dans son programme. Alors, plutôt sur les enjeux de circuit court et tout, tu vois. Mais le terme est intéressant. Et puis, cette notion de il faut plus aimer ses enfants, sa femme, que sa cousine, que son voisin, etc. Ça, c'est pareil. Ça, c'était une phrase que Jean-Marie Le Pen aimait à répéter. Et encore une fois, que ceux qui nous écoutent, alors toi, je sais que tu es au-dessus de ça, mais que ceux qui nous écoutent, quand je fais une référence à Jean-Marie Le Pen ou à Marine Le Pen, c'est pas pour disqualifier Pierre, c'est pour mettre une référence entre guillemets politique. Voilà, juste pour préciser les choses. non, mais tu as tout à fait raison. Moi, je le prends très sereinement parce que, je en fait, sais. c'est un des marqueurs de la gauche et du communisme. C'est effectivement, quand ils considèrent une idée, ils se demandent qui a émis l'idée. Moi, je considère qu'une idée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Elle n'est pas à juger en fonction des qualités ou du passé de la personne qui émet l'idée. Donc, effectivement, l'idée du localisme, elle existait avant, et la décentralisation, ça existait bien avant n'importe quel parti politique. Ça existera bien après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un élément fondamental de la liberté, hein, effectivement. La décentralisation, c'est une composante essentielle de la liberté, puisqu'effectivement, le pouvoir central, l'autorité centrale, elle a beaucoup de pouvoir, et comme malheureusement, dans la nature humaine, les gens qui ont beaucoup de pouvoir tentent à en abuser. Donc, je pense que ça traverse, non, pour moi, en tout cas, tous les partis politiques, sauf, encore une fois, les collectivistes, hein, puisque eux, les collectivistes, ils veulent une autorité centrale qui contrôle la vie des gens, pour leur bien, hein, bien sûr, parce qu'ils ils pensent qu'ils sont toujours mieux placés que les autres pour savoir ce qui est bien ou mal. Mais tous les autres partis ont vocation à défendre la liberté et la liberté économique, à mon avis. Ouais. Alors justement, si on en revient un petit peu à ton activité chez Paymium, donc Paymium, donc c'est une plateforme d'échange, hein, Bitcoin only, ou il y a d'autres cryptos dessus? Non, on propose aussi Ethereum, les tokens, et puis on a aussi Litecoin, Bitcoin Cash. Enfin, on a une sorte de liste non exhaustive des altcoins parce qu'on sait ça fait partie du marché aujourd'hui. Mais à titre personnel, je recommande évidemment aux investisseurs de rester sur Bitcoin. Ça ne m'empêche pas de faire la recommandation de rester sur Bitcoin, ne pas écouter les influenceurs crypto, etc. Mais en matière d'investissement, je veux dire, hein, je ne parle pas de toi qui fais de la pédagogie, etc. Mais je parle des gens qui font la promotion de ce que j'appellerais des shitcoins. Ceux-là, il faut rester à l'écart. Et quand, dans le doute, il faut rester sur Bitcoin parce que c'est là où il y a le moins de risques. Et on a autant de rendement qu'ailleurs, puisque comme tu l'as remarqué, tout le monde l'a remarqué, tous les altcoins finalement sont corrélés à Bitcoin. Donc, on ne gagne pas forcément plus en prenant des altcoins. On a juste plus de risques, mais pas plus de rendement. Donc, en finance, ça veut dire qu'il faut plutôt rester à l'écart et rester sur Bitcoin. Mais ça, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste c'est plutôt un conseil de prudence par rapport aux shitcoins. Ouais, non, on est d'accord. Alors, tu fais bien de le préciser, évidemment. D'ailleurs, dans l'émission, on donne aucun conseil en investissement. Et quand on parle de Bitcoin ou même d'un altcoin ou peu importe, on parle du sous-jacent, on parle du produit, on parle de ça plutôt que du prix. La performance, tu sais, elle peut un jour être ultra positive et demain ultra négative. Nous, en tout cas, c'est pas un sujet qui nous intéresse. Mais donc, si on en revient effectivement à Paymium, alors on s'est vu, on s'est vu la dernière fois, on s'est vu. Je t'ai reçu il y a 10 mois de cela. Entre-temps, Mika est rentré alors c'était déjà en vigueur sur certains sujets, mais au 1er janvier 2025, elle est rentrée complètement en vigueur, même si les acteurs qui étaient déjà enregistrés PSAN, et c'est le cas de Paymium évidemment, bénéficient d'une clause du grand-père, en gros, c'est-à-dire une tolérance, une certaine durée avant de devoir se conformer véritablement à Mika. Donc, tu as passé l'année 2025, j'imagine, aussi avec des enjeux réglementaires. Vous n'êtes pas encore Mika, je crois. Alors, c'est en cours, mais comme tu sais, en France, tous les processus administratifs prennent beaucoup de temps. Alors, c'est ma question. C'est ça. Alors, Donc, on sera à l'heure pour l'échéance MiCA, ce qui nous permettra effectivement d'adresser le marché européen de manière plus sereine,
Aujourd'hui, on a toutes sortes d'obstacles pour adresser les autres pays européens. Donc on sera en règle et c'est un peu notre positionnement de toute façon depuis le début, hein, c'est de rester en règle avec pour pas mettre en danger les fonds de nos clients, enfin les fonds euros, hein, de nos clients, parce que sur la partie crypto, c'est pas le sujet, mais sur les fonds euros, si on n'est pas en règle, on risque de les perdre parce que les avoirs peuvent être gelés, etc. Donc il faut absolument se conformer à la réglementation. Mais effectivement, la dernière réglementation MiCA, qui est très contraignante, très coûteuse, je dirais, à mettre en place, qui donc tout le monde paye, hein, derrière, hein, toutes ces réglementations. Il ne faut pas croire que ça protège. Je ne veux pas entendre que ça protège qui que ce soit. D'abord, ça coûte. Après, si ça protège, ça se saurait. Si j'observais une baisse des trafics en France, on pourrait dire que ça nous protège de quelque chose. Vu que les trafics se développent, ça veut dire que les gens ont des moyens de paiement. Et ce n'est pas des cryptos, d'ailleurs. En général, c'est du cash, c'est de l'or. Donc, toute cette réglementation financière qui est censée nous protéger, je ne suis pas sûr qu'elle soit efficace. Alors, après, il y a la protection de l'investisseur, mais s'agissant de Bitcoin, comme je le disais, il est évident que n'importe quelle plateforme est de toute façon microscopique par rapport à Bitcoin en tant que tel. Donc, c'est pas comme si c'était une action d'une société, tu vois, c'est vraiment différent. Donc, là aussi, la protection de l'investisseur, s'agissant de Bitcoin, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut le protéger contre le fait de ne pas investir, parce que s'il n'investit pas, effectivement, il est en danger. Son épargne est en danger. Il faut qu'il investisse en Bitcoin s'il veut préserver son épargne dans le long terme, en tout cas historiquement, hein. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, on a perdu si on n'a pas investi dans Bitcoin. En fait, c'est ça. Donc, à force de protéger, en fait, on a fait perdre de l'argent aux gens, hein, puisque s'ils avaient investi l'année dernière, enfin, si on monte dans le temps, évidemment que. Et cette progression n'est pas terminée. Bien sûr, ceux qui nous écoutent doivent savoir que Bitcoin est très très loin d'avoir atteint son plein potentiel. Il est dans l'adolescence. Hein, on disait que c'était au bout de 17 ans. Donc, au bout de 17 ans, effectivement, il y a une sorte d'institutionnalisation. Il y a la réglementation dont tu parles qui est venue avec MiCA, qui est une sorte de culmination aussi là, du processus réglementaire. Mais encore une fois, c'est loin d'être la fin de la progression de Bitcoin en termes d'adoption par les institutionnels. 2024 a été vraiment un point d'un tournant avec BlackRock et l'élection de Trump aux États-Unis. Je pense que ces deux événements ont fait de 2024 une année très spéciale. Donc aujourd'hui, effectivement, pour Paymium, l'enjeu, ça va être de conquérir l'Europe, puisque maintenant, on va être libre de nos mouvements, je dirais, avec MiCA. Je dirais pas grâce à MiCA, mais avec le label MiCA, on peut vraiment adresser l'ensemble des pays européens. Alors, je vois, en effet, ça a l'air d'être compliqué. On a reçu évidemment beaucoup d'acteurs cette année du secteur, tant des avocats que des CASP, parce qu'on les appelle comme ça maintenant, hein, les PSAN à l'échelle européenne. Et on parle d'un montant compris entre 500 000 et 1 million d'euros par an pour devenir MiCA, mais après pour le rester, il faut que les gens qui nous écoutent le sachent. C'est pas juste, voilà, tu te mets en conformité, tu as le tampon et après basta, pas du tout. Tu dois maintenir des niveaux de compliance, des niveaux de cybersécurité, des niveaux d'alerte, de cartographie des risques. Enfin bref, on va pas tout faire ici, mais en tout cas, les gens voilà, qui nous suivent savent un petit peu les coulisses de la difficulté que ça représente. Et puis à côté de ça, au contraire, aux États-Unis, on a, j'allais dire, une dérégulation et en même temps une précision de la réglementation. Comme quoi, les deux peuvent aller de pair. On peut laisser tranquilles les acteurs et en même temps clarifier. C'est ce qu'a fait Trump avec les décrets qu'il a signés. Tu nous parlais de Milley qui est arrivé et qui a essayé d'aller très vite pour vite faire changer les choses. Trump, pareil, il est arrivé, il a signé 300 décrets parce qu'il savait qu'il fallait tout de suite le faire. Donc voilà, on a deux zones, l'une qui réglemente à mort, une qui dérégule et précise la réglementation. Ça crée une concurrence extra-européenne, mais aussi une concurrence intra-européenne, puisqu'on a des acteurs qui vont se faire enregistrer à Malte, parce qu'en France, c'est une galère. Bref, tu connais ça, tout ça. Comment vous, chez Paymium, et peut-être même plus globalement, puisque tu fais partie, j'imagine, de l'ADAN, ou en tout cas, tu fais partie des discussions des différents acteurs du marché. Vous avez des craintes sur l'avenir des acteurs français, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes optimiste d'une manière ou d'une autre voilà, c'est quoi l'avis du secteur, toi qui es dans le secteur depuis ses débuts, quoi?
Écoute, l'optimisme, ouais, on l'a tous en tant qu'entrepreneur. De toute façon, si on n'est pas optimiste, on n'est pas entrepreneur, hein, parce que sinon, effectivement, c'est difficile. Donc, on est optimiste, je dirais, par design, par notre personnalité. Donc, c'est ça qui nous fait avancer. Objectivement, il y a des contrées, effectivement, comme Malte ou Luxembourg ou d'autres qui sont beaucoup plus friendly. Mais globalement, l'Europe est un enfer fiscal et réglementaire comparé à beaucoup d'autres parties du monde. Effectivement, les Américains ont compris l'importance stratégique du numérique en général, mais des crypto-monnaies en particulier. Hein, ça fait partie de la transition vers les crypto-monnaies fait partie de la transition numérique. Et, à ce titre, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ça représente une économie potentielle pour l'économie française de l'ordre de 100 milliards par an. 100 milliards par an, c'est ce que nous coûte à peu près le monopole bancaire aujourd'hui. C'est les profits engrangés par le monopole bancaire aujourd'hui du fait de son monopole. Avec Les Bitcoin, 100 on pourrait. milliards, pardon, hein, les 100 milliards dont tu parles, c'est les acteurs de la C'est les crypto. grandes banques. Non, non, je parle des grandes banques françaises avec l'euro. Je parle des profits Tu qu'ils parlais du engrangent. potentiel que ça représentait le marché, ça pouvait Bah, les représenter. cryptos, si Ouais, au lieu d'utiliser l'euro, on utilisait les cryptos, d'accord. bah, ces 100 milliards, tu les récupères pour Ok, l'économie. Hein. d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut autoriser. Et ça, c'est ce que j'appellerais la concurrence des monnaies. Moi, je préconise une des premières mesures politiques que je préconiserais en termes de liberté économique, c'est la liberté de choisir la monnaie qu'on utilise. En tout cas, autoriser Bitcoin me paraît, comme l'a fait l'Argentine, le Salvador, hein, évidemment, et comme le font d'une certaine manière les États-Unis, même s'ils ne le disent pas comme ça, c'est essentiel pour bénéficier de la concurrence des monnaies, c'est-à-dire réduire la rente du monopole dont bénéficie l'écosystème, je dirais, politico-bancaire. Donc ça, c'est très important, effectivement. Et à ce titre, ce que font les États-Unis est un exemple. Malheureusement, l'Europe est incapable de faire pareil pour des raisons politiques essentiellement. C'est-à-dire c'est un nain politique et en plus c'est plutôt une espèce d'URSS, encore une fois un avatar de l'URSS avec des étatistes aux commandes. Donc il y a très peu de chances que ça arrive en Europe, donc on devra faire avec. Mais ça, je pense que tous les citoyens européens doivent être conscients que effectivement, il y a un gros problème aussi de politique en Europe avec des bureaucrates qui tiennent les rênes, hein, des bureaucrates de Bruxelles, qui donc comprennent rien aux enjeux industriels. On le voit sur à peu près tous les sujets. On parle de l'énergie avec le nucléaire, l'aberration du nucléaire et des renouvelables, avec leur fascination pour les éoliennes, etc. Donc, ce sont des gens donc, qui ont des petits intérêts particuliers, qui sont exposés à tous les lobbies, qui sont incompétents, foncièrement incompétents. Et donc, sur les crypto-monnaies, c'est pareil. On n'a pas de vision, pas de politique sérieuse. On pense qu'à la réglementation, parce que ça, ils savent faire. Le bureaucrate sait générer des normes hein, et de la bureaucratie. C'est sa seconde nature. Il n'a pas de vision industrielle, il n'a pas de vision stratégique. Donc, voilà le problème de l'Europe. Mais encore une fois, je suis optimiste, donc je pense que ça peut changer. En tout cas, nous, on essaye de faire bouger les choses plutôt que de se lamenter. On est dans l'action, comme les entrepreneurs, comme toi et moi, on est dans l'action. Ouais, je vois. Alors justement, il y a un schisme qui est en train de se créer aujourd'hui, et c'est ouvertement, enfin, c'est complètement d'actualité puisque la Banque centrale européenne a hier publié un nouveau rapport concernant l'euro numérique. Alors, faire un petit mise en contexte, hein, ils bossent sur le sujet depuis 2-3 ans. Donc, ils ont validé l'idée. Il prévoit une phase pilote, une phase expérimentale en 2027 pour une mise en circulation, si tout se passe bien, en 2029. Donc cet euro numérique, c'est quoi? C'est une infrastructure de paiement parallèle à l'euro, nos pièces, nos billets, mais qui sera donc digitale. Donc pas de crypto, pas de bitcoin. Hein. C'est vraiment un euro 2.0 entre guillemets. Et en fait, ça commence à soulever quelques doutes sur 2-3 sujets. D'abord, c'était quoi l'objectif de l'euro numérique? C'était voilà, un peu plus d'inclusion financière, permettre à des gens qui peuvent pas, qui sont débancarisés, d'avoir quand même accès à du paiement digital, etc. C'est peut-être contrer aussi
l'hégémonie du dollar avec l'extraterritorialité du droit américain et aussi l'ingérence, enfin plutôt la pénétration du dollar dans la zone euro via les stablecoins. Ça, c'est un peu les objectifs affichés, tu vois. Et puis, on commence à voir des banques, des commissaires de la BCE, des pays aussi, des citoyens aussi, commencent à se dire, oula, mais dis donc, euro numérique, ce serait pas un moyen de nous tracer, de programmer la monnaie, tout ça. Bon, bref. J'ai écrit un article sur le sujet d'ailleurs hier. Donc là, c'est chaud bouillant. Comment tu vois cet euro numérique et est-ce que tu penses qu'il va aboutir? Et je te laisse nous dire vraiment tout ce que tu en penses. Mais ma question première, c'est est-ce que finalement, ça va aboutir ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que tu as un peu tout dit dans ton introduction, c'est-à-dire que c'est le meilleur moyen pour marginaliser l'euro. Là encore, c'est l'absence de réflexion stratégique qui est frappante, c'est-à-dire que ces gens ne changent qu'à leur petit fonds de commerce, en l'occurrence le fonds de commerce de la BCE, des gens non élus, donc voilà, ils veulent faire ça. Au lieu alors que si on voulait défendre l'euro et la souveraineté européenne, il fallait justement déréguler les stablecoins euros. C'est ça qu'ils auraient pu faire et qu'ils auraient dû faire. Comme les États-Unis ont en quelque sorte dérégulé les stablecoins dollars en permettant à des sociétés comme Tether donc de devenir un des gros acheteurs de bons du trésor américain et d'émettre des centaines de milliards de dollars en stablecoin. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Si on veut que l'euro grandisse, il fallait déréguler les stablecoins euros. Au lieu de ça, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont pénalisé, mis des bâtons dans les roues aux stablecoins euros, et ils font un stablecoin à eux qui va donc de facto être une distorsion du marché des stablecoins euros. Et en plus, personne ne voudra utiliser. Donc le résultat, c'est quoi? C'est que personne ne voudra utiliser un stablecoin euro puisqu'il se dira de toute façon, c'est sous la coupe de la BCE, ça peut être censuré, les avoirs peuvent être gelés, etc. Alors que sur le stablecoin dollar, on a évidemment un risque beaucoup plus faible que ça arrive, les Américains étant évidemment beaucoup plus épris de liberté que les bureaucrates européens. Donc on aura plus de liberté avec le stablecoin dollar. Donc c'est le stablecoin dollar qui va s'imposer, ça va marginaliser encore plus l'euro. Voilà le résultat de cette politique. C'est à se demander vraiment comment on a pu arriver à une telle situation où on donne autant de pouvoir à des bureaucrates, encore une fois, et une telle déconnexion, disons, entre les décideurs et le terrain, quoi, les gens comme nous qui sommes sur le terrain et le marché. Donc, encore une fois, ça rejoint ce que je dis depuis le début de cet entretien, c'est qu'on est dans une sorte d'URSS avec des décisions apparentes, un appauvrissement progressif de l'Europe, hein, parce que tout ça, ça veut dire un appauvrissement. Il faut que les gens qui nous écoutent se rendent bien compte que tout ça, ça se traduit par des points de PIB, par de la décroissance finalement, et un appauvrissement de tout le monde, pas seulement des entrepreneurs crypto, de je ne sais pas quoi. Encore une fois, on va continuer donc à payer des 100 milliards par an rien qu'en France pour les banques, alors que les autres pays, eux, les économies, ils les auront prises et ils ont donc retrouvé l'argent pour investir, pour employer des gens, etc. Donc on est vraiment mal parti avec cette histoire d'euro numérique. Je ne sais pas qui va siffler la fin de la récréation, parce qu'en plus, tu le disais toi-même, le calendrier de ce truc-là est délirant. Il n'y a aucune société privée qui pourrait sérieusement dire je vais sortir un stablecoin dans 3 ans. Enfin, le stablecoin, si tu veux le sortir, tu le sors l'année dernière, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de difficulté particulière. Alors certes, la BCE est connectée à des banques, mais enfin, c'est pas non plus. Ça prouve juste le manque d'agilité technologique de ces acteurs qui sont donc confis dans le monopole et l'absence de concurrents, donc qui ont perdu toute notion de réduction des coûts et d'agilité technologique. Mais c'est délirant de dire qu'en plus on va le sortir dans je ne sais pas combien d'années, alors qu'ils auraient pu le sortir, je dirais, il y a 10 ans, l'euro numérique, hein, entre nous. Alors justement, il justifie ce délai, cette phase expérimentale, par le fait qu'ils veuillent que tous les acteurs soient autour de la table, que les intérêts des commerçants soient préservés. Il y a aussi le lobby, dans le bon sens du terme, hein, le lobby bancaire aussi, qui évidemment n'est pas favorable à cet euro numérique parce que finalement, l'argent qui sera sur ces wallets numériques de la BCE, on parle d'un plafond à peu près jusqu'à 3 000 euros pour éviter justement qu'il y ait trop de fuite de capitaux des comptes courants des banques commerciales. Mais c'est quand même 8 000 milliards à l'échelle européenne qui va potentiellement sortir des dépôts des banques commerciales. Et donc, qui dit moins de dépôts veut dire moins de prêts
plus de frais, moins de services. Et donc ça, les banques, ils ne veulent pas. Surtout que les banques vont devoir payer en moyenne 110 millions d'euros en moyenne pour mettre à jour leur système pour interagir avec cet euro numérique. Et tout ça va coûter 1,3 milliard à l'euro, à l'Europe, à la zone euro, pardon, et environ 300-400 millions d'euros par an ensuite pour sa préservation, payée par toi et moi, évidemment, par les citoyens européens. Donc les banques commerciales, elles sont déjà pas favorables du tout. D'ailleurs, 9 d'entre elles se sont réunies en consortium pour lancer un stablecoin euro. Donc là, on va assister sans doute à une espèce de, je sais pas, une petite révolte des banques commerciales contre l'Union européenne et la BCE. Et là, les citoyens, ils vont devoir choisir entre le stablecoin euro du Crédit Agricole, tu vois, que tu auras dans ton application peut-être, et l'euro numérique qui, lui, sera émis par la BCE. Ça peut être marrant comme combat. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'en France, à part Knafo, qu'on a parlé vite fait, j'ai l'impression que personne n'en parle. Comme Chat Control, à part Knafo, personne n'en parle. L'identité numérique européenne, personne n'en parle. À ton avis, pourquoi il y a une apathie, un silence peut-être coupable des médias, des politiques qui ne parlent pas de ces sujets qui sont pourtant éminemment importants pour nos libertés, etc. Ouais, je pense que pour parler de ces sujets, ça passe par l'éducation du public. Or, clairement, ces gens-là ne sont pas du tout soucieux d'éduquer le public, ils veulent juste le contrôler. Donc, un public qui n'est pas éduqué est plus facile à contrôler que des gens avertis et informés. Donc, effectivement, ceux qui nous écoutent appartiennent déjà, je dirais, à la dissidence, parce qu'ils justement, ils s'informent et ils montent en compétences. Mais tous ces gens voudraient infantiliser le citoyen, en fait. Hein. C'est la base de la régression de la liberté, c'est l'infantilisation du citoyen. Hein. C'est vraiment là-dedans qu'on est aujourd'hui avec l'État nounou. Hein. Quand on parle de l'État-providence, c'est devenu l'État nounou, comme si les citoyens étaient des bébés, hein, enfin des petits-enfants incapables qui n'ont pas les connaissances de base pour réfléchir à ces questions. Donc oui, clairement, cette histoire est délirante d'euro numérique. Je ne vois pas pourquoi. Alors, un grand truc, oui, pour justifier le temps qu'ils y passent, c'est effectivement pardon. Je t'en prie, Pierre, pas de souci. En même temps, j'en profite de cette petite interlude pour inviter celles et ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un commentaire, de partager la vidéo. Ça nous aide énormément. Pierre, je te rends la parole. Pardon. Oui, j'étais en train de dire que l'un des grands trucs des bureaucrates pour expliquer pourquoi ils prennent beaucoup de temps à faire les choses, c'est effectivement la concertation. Donc effectivement, il faudrait peut-être qu'on participe à leurs travaux. Alors je te dis tout de suite, on n'a jamais été invité. Hein. Donc déjà, je ne sais pas très bien de quelle concertation ils parlent. S'ils parlent de demander aux commerçants, les commerçants, ils sont assez grands pour comprendre si un moyen de paiement est pratique pour eux et ils regardent l'offre. Hein. Donc je pense qu'il faudrait déjà les autoriser, décomplexifier l'acceptation des crypto-monnaies sur le plan fiscal, etc. On pourrait commencer par ça. Et ensuite, on pourra parler de concertation. Mais effectivement, le grand truc de tous les bureaucrates, c'est de faire des grands débats publics, de la concertation, soi-disant. Puis à la fin, ils décident de toute façon ce qu'ils ont voulu faire depuis le début. Mais ils peuvent dire qu'ils ont fait de la concertation. Et tout ça, c'est évidemment du folklore. Quant aux grandes banques qui veulent faire leur stablecoin, pourquoi pas, mais encore une fois, le problème, c'est la déréglementation des stablecoins euros, si on veut que ça se développe. Si c'est juste une variante de mon compte à la Société Générale, je doute que j'ai bénéficié des économies qui sont permises par les stablecoins. Pour ça, il faudrait qu'il y ait une vraie concurrence sur les stablecoins. Et aujourd'hui, donc, mettons en place les conditions d'une vraie concurrence sur les stablecoins euros pour que les stablecoins euros se développent. C'est ça l'enjeu. C'est pas de demander à la BCE de travailler sur l'euro numérique qui ne devrait jamais exister, qui n'a aucun sens. Et les banques commerciales, pourquoi pas? Effectivement, c'est très bien si elles en font. Je crois que la Société Générale, d'ailleurs, en fait un que nous, on a listé chez Paymium, d'ailleurs, qui s'appelle l'EURCV. Donc, vous pouvez acheter des stablecoins euros chez nous, chez Paymium, avec celui de la Société Générale, mais ça ne doit pas être le seul, quoi. Ça doit être, j'ajouterais qu'il est totalement microscopique, hein, ce stablecoin de la Société Générale, par rapport au stablecoin dollar, hein, alors que la Société Générale est quand même une des plus grandes banques mondiales. Voilà, donc je pense que sur les stablecoins, on a tout dit, mais c'est un des symptômes de cette bureaucratie dont je parlais, c'est le pouvoir aux bureaucrates et pas au marché, pas aux entrepreneurs.
Oui, alors il faut rappeler, et c'est important quand tu dis de déréguler et de libérer finalement le marché des stablecoins, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que émettre un stablecoin aujourd'hui en euros, c'est une horreur. Il faut minimum, je crois, 60% du backing en euros. Il faut déposer dans 7 ou 8 banques différentes pour éviter voilà, les risques systémiques, etc. Tant et si bien que Tether a décidé d'abandonner le marché européen au profit d'autres marchés parce qu'il ne voulait pas effectivement se conformer à cette réglementation. Tu dois partir? Oui, je vais devoir y aller, même si j'apprécie beaucoup cet entretien avec toi. J'ai une contrainte effectivement qui commence à se manifester. Ok, alors je pensais que nous avions prévu 2 heures, mais c'est pas grave, parce que finalement, ça va nous donner l'occasion peut-être de se reprendre un entretien Avec dès la plaisir. semaine prochaine, pourquoi pas. En tout cas, merci Pierre. Merci à toi, Jérémy. C'est toujours un plaisir. Je vais te souhaiter de belles fêtes de fin d'année et puis la réussite pour Pemium, bien sûr. Et puis, bah ouais, Mika l'année prochaine alors, c'est bon? Oui, absolument, 2026. Allez, excellent. Et ben écoute, prends soin de toi, Pierre, et encore merci d'être venu. Merci à toi, merci à tous. Salut! Bien, cette émission est donc terminée. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Je recevrai à nouveau Pierre dans les prochaines semaines pour continuer cette discussion passionnante. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Et la semaine prochaine, je serai évidemment, comme d'habitude, en direct avec de nouveaux invités pour de nouvelles émissions et de nouvelles interviews. Prenez soin de vous et passez un beau week-end. Salut à tous!